Donc voilà, je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui pour prendre un temps pour penser et travailler ensemble avec Delphine Pennewart, les différents temps de la crise actuelle. Alors on avait déjà travaillé avec Delphine il y a un an, en avril 2020, à un moment où tout était à l'arrêt et tout était gelé depuis peu. Et donc on avait été tous emmenés dans ce mouvement de surprise. Et aujourd'hui on souhaitait prendre un nouveau temps, mais justement pour regarder en arrière, regarder ce que nous avions traversé pendant un an, s'arrêter sur le temps présent, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui singulièrement, et nos équipes, qu'est-ce qu'elles sont en train de traverser aujourd'hui, et puis évoquer ensemble sans doute quelques pistes pour entrevoir le futur. Alors donc il y a un an, nous étions à l'arrêt, sans doute sidérés, dans un temps de confinement, qui était quand même une expérience inédite et qui nous a emmenés dans un contexte qui a tout désorganisé. Et aujourd'hui, on parle de ce mouvement de déconfinement qui prend des vitesses différentes en fonction des secteurs. La culture est malheureusement toujours à l'arrêt. L'ORECA s'ouvre petitement et les adolescents, par contre, vont retourner à l'école, renouer avec le chemin de l'école qu'ils ont quitté il y a quand même maintenant de longs mois. Et donc, tout cela arrive dans un moment où nous sommes sans doute tous dans un mouvement de grande fatigue, où se mêlent sans doute désespoir, parfois dépression, sentiment d'impuissance aussi, des notes de tristesse sans doute, et parfois un besoin de reconnaissance individuelle et un besoin de reconnaissance aussi dans nos métiers. Et les mots sont parfois difficiles à mettre, les mots viennent parfois à manquer. Alors c'est dans ce contexte justement où les ressources singulières et collectives manquent cruellement que nous savons pourtant que nous avons à réinventer, à nous remobiliser encore pour penser l'aide, pour penser l'accueil et pour penser nos pratiques professionnelles. Alors comment renouer avec cet élan et tenter de sortir de ce sentiment d'impuissance? Comment se réinventer dans nos pratiques auprès des jeunes et de la famille? Et donc c'est toutes ces questions qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui ensemble. Alors, nous vous proposons cette réflexion à partir du cadre de YAPACA. YAPACA, c'est un programme de prévention de la maltraitance des enfants, à travers lequel nous valorisons la solidarité et le collectif comme point d'appui essentiel pour les parents et les familles. Alors, nous travaillons chez YAPACA de manière transversale avec les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est l'ONE, l'aide à la jeunesse, l'enseignement, la culture, les maisons de justice, le sport aussi. Et c'est un programme à travers lequel nous essayons de proposer aux professionnels des différents secteurs des outils de formation. Et ce webinaire en fait partie. Vous retrouverez également des petites capsules vidéo, interviews de professionnels sur le site de YAPACA et des petits livres de la collection Temps d'arrêt. Aussi un module de formation en ligne qui évoque les questions liées à la maltraitance. Alors, je vais vous expliquer, prendre quelques minutes pour vous expliquer le cadre dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Vous voyez actuellement 3 des 7 membres de l'équipe de YAPACA. Vous voyez Laurane Baudelot, Diane Huppert et moi-même. Et nous sommes rejointes par Delphine Pennewart aujourd'hui. Lorsque Delphine parlera, vous ne verrez plus qu'elle, mais sachez que nous, on reste bien présentes et bien mobilisées derrière nos écrans. Nous, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vos caméras et vos micros sont coupés. Je peux vous dire qu'on est 63 à être connectés actuellement. Mais pour justement essayer d'activer un petit peu la discussion entre nous, je vous invite à déposer vos associations, vos réflexions, vos questions dans l'espace questions et réponses, Q&R, qui se situe en bas de vos écrans. Alors moi, je vais récolter tout ça et à la fin de l'intervention de Delphine, on aura un temps d'échange autour de toute cette matière.
Alors, si vous avez des soucis techniques, malheureusement, on ne peut pas vous aider, mais sachez qu'on enregistre ce moment et que vous pourrez le retrouver sur yapaka.be dans la fin de l'après-midi, et nous l'envoyons également dans la lettre d'information qui est transmise tous les vendredis. Alors, il me reste à vous présenter Delphine Penauwart, qui est psychologue clinicienne, formatrice et consultante. Alors, elle a travaillé plus de 15 ans sur le terrain de la crise et particulièrement dans le développement et la mise en œuvre de projets de prévention dans le champ de la victimologie et de l'aide psychosociale en situation de catastrophe. Alors, elle travaille actuellement en tant que psychologue indépendante au sein de Réseau au travail et de Crise Alliance. Elle vous indiquera les sites de ces deux lieux. Crise Alliance est un lieu, en tout cas, où vous retrouverez des ressources et des dossiers qui analysent et qui mettent un petit peu en perspective la situation de crise actuelle. Alors, elle est également l'auteure d'un livre, Temps d'arrêt, qu'elle a écrit bien avant la crise, mais qui évoque quand même déjà quelques pistes à penser. Un livre Temps d'arrêt qui s'appelle Événements traumatiques en institution. Et vous pouvez le retrouver en téléchargement sur yapaka.be. Voilà, Delphine, je te laisse la parole. Je sais que tu vas partager ton écran, donc voilà, c'est le moment. Je te laisse la parole et puis je te retrouve à la fin de ton intervention avec les commentaires et les questions, les interventions que chacun aura pu déposer ici. Voilà. Très bien, merci beaucoup Claire-Anne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran qui sera un support. Je vais être la plus concise possible pour garder du temps pour vos questions. En tout cas, ça fait plaisir et je vois Bon, je ne vous vois pas, mais je vois des prénoms et des noms connus. Donc, bonjour à ceux que je connais et puis à ceux que je ne connais pas aussi. Alors, voilà. En principe, vous devriez visualiser. Ça marche, je vois que ça marche. Oui, ça fonctionne. Voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, l'idée est comme d'habitude, grâce à Yapaka, de partager en fait mes visions sur un certain nombre de points en lien avec le vécu d'aujourd'hui. Et puis peut-être de donner une vision aussi sur quelques pistes et peut-être un peu comment dirais-je, vous secouer aussi sur certains concepts ou idées peut-être alternatives à ce que vous pensez aujourd'hui. Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à réagir par rapport à ça sur les différentes voies d'échange qui sont ici en ligne. Donc, l'idée de ce midi, c'est de pouvoir réfléchir à cette question des phases. Donc, comme ça a été dit, et pour ceux qui étaient là il y a un an, c'est vrai que j'avais à l'époque, et je vais reprendre en partie ça, proposer une certaine conceptualisation des étapes que nous vivons, mais que nous vivons aussi, en fait, en le comparant à ce qu'on vit dans toutes les situations, dans tous les événements catastrophes, je vais dire ça comme ça. Peut-être alors quelques aspects sur les vécus, ma vision des vécus actuels, pour mettre quelques mots sur les mots, et puis le partage de certaines pistes. Alors, classiquement, effectivement, une catastrophe, et moi, dans ma vision, la pandémie Covid est un événement catastrophe, en fait. Il y a une phase qu'on appelle aiguë, pendant laquelle l'urgence est là, le danger est présent, une phase post-immédiate, une phase dite de retour à la normale, et puis deux autres phases qui sont finalement rarement investies, surtout dans nos sociétés où tout est rempli et où il y a peu d'investissements concernant la prévention. Eh bien, l'idéal, c'est d'avoir un temps d'évaluation de ce qui a été mis en place après le retour à la vie dite normale, pour nourrir finalement des réflexions sur qu'est-ce que cet événement et la crise qui s'en est suivie nous apprend et nous permet de regarder les failles de nos systèmes
pour améliorer la prévention primaire quant à l'événement, aux événements lui-même, c'est-à-dire le fait que ça arrive ou pas, et puis la partie préparation sur la réaction. Alors, ça, c'est les temps de la catastrophe en termes de gestion. Maintenant, en termes de vécu, là aussi, classiquement, on distingue 3 phases, la phase d'impact, la phase de réaction et la phase d'intégration. Ce sont là aussi les phases classiques, traditionnelles, des vécus humains suite à des événements catastrophes, des événements qu'on qualifie de critiques. Cette phase d'impact, en fait, elle dure en principe de manière, elle est souvent brève, sauf par exemple souvent dans des catastrophes plutôt de type naturel. Je pense à des inondations, des ouragans qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Quand on parle d'attentats, quand on parle d'accidents, d'agressions, la phase d'impact est souvent courte, c'est quelques minutes, quelques heures, grand maximum. Dans cette phase d'impact, il y a principalement des vécus d'impuissance, de surprise et d'une émotion qu'on appelle en psychologie de crise l'effroi, qui est autre chose que la peur. Je pourrais traduire ça par une peur glaçante et qui effectivement amène des comportements de type sidération. Quand on est face au danger, on a 2 réactions utiles et une qui ne sert à rien, mais malgré nous, nous y sommes parfois. Les deux premières réactions utiles face au danger, c'est la fuite ou la lutte à armes égales, parce que quand on n'est pas à égalité pour lutter, la fuite est la meilleure option. Et puis, il y a toute une série de circonstances où on ne peut pas fuir. Voyez, et du coup, quand on ne peut pas fuir, ni lutter, la sidération et, comment dirais-je, l'effroi est plus souvent présent. C'est le temps du choc, de la menace, de l'attaque, temps qui dure donc habituellement assez peu, qui est bref, et qui, dès l'instant où les humains sont à nouveau hors de danger, protégés, éloignés de la source finalement du danger, vient la phase de réaction. Donc il faut bien comprendre que habituellement, et je pense que enfin mon hypothèse, c'est que c'est le cas aussi ici, les réactions, c'est-à-dire les réactions émotionnelles, les réactions psychologiques, les réactions même sociales, ne prennent place que quand le danger est représenté comme cela, c'est-à-dire c'est subjectivement vécu la fin du danger, la fin de la menace. À ce moment-là, quand le point final du danger est déclaré, viennent quelque part les émotions, viennent aussi en situation de catastrophe, je dirais d'une durée relativement brève, au niveau de l'impact en tout cas, de la phase d'impact et je dirais aiguë, viennent aussi en phase de réaction le moment où on enterre les morts, le moment où les rituels et les cérémonies peuvent prendre lieu, les rassemblements sociaux prennent place, les manifestations de soutien sont visibles, etc., etc. C'est le moment aussi où je dirais qu'on peut psychologiquement réaliser l'ampleur des dégâts, je vais dire ça comme ça, l'ampleur de l'impact. Là, on est dans cette phase de réaction. C'est le moment aussi où nous avons besoin, du coup, de comprendre ce qui s'est passé, d'être soutenus dans ce que nous vivons, en particulier par les autres êtres humains. Quand je dis soutenus, c'est socialement, c'est dans notre communauté de vie. Vous ferez facilement le lien quand on évoque la question du deuil, évidemment. Se sentir reconnu de ce qu'on a vécu, mais aussi soutenu dans nos besoins de cette étape-là. Alors, la phase d'intégration, finalement, alors le terme est plus long et la flèche n'est pas finie, si vous voulez. Il sera très variable selon la manière dont subjectivement, finalement, l'événement provoque une crise chez les personnes ou dans les institutions, parce que, je le rappelle, je ne reviendrai pas là-dessus, mais sinon, vous pouvez reparcourir ça effectivement dans d'autres ressources qui ont été évoquées sur Crise Alliance ou bien sur Yapaka. Mais donc, il y a l'événement et puis il y a les effets critiques de l'événement qui peuvent être à 3 niveaux: l'individu, les relations entre les personnes ou
l'institution. Donc, c'est 3 niveaux d'impact. Et donc, quand je parle d'intégration, c'est intégration, par exemple, des personnes individuellement peuvent très bien s'en sortir au niveau psychologique, au niveau psychique, c'est-à-dire avoir souffert au moment de l'impact, montrer des émotions, et les émotions, c'est pas une maladie, c'est plutôt salutaire pour quelque part partager et sortir cette énergie que nous avons en nous et qui colore notre état intérieur. Et donc, la phase d'intégration, dans la phase d'intégration, on peut voir des gens qui individuellement se remettent, et par contre, par exemple, au niveau institutionnel, où la crise continue de faire son effet, hein. Donc, c'est intéressant de distinguer ces choses-là. Mais donc, dans les catastrophes, habituellement, nous, on connaît bien ces moments-là, qui sont assez traditionnels et plutôt légitimes. Alors, pourquoi ici, ce n'est pas une ligne droite, contrairement à la représentation pour l'exercice du partage? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas aussi morcelé que ça dans toutes les situations d'événements catastrophiques. Donc, il y a le moment de l'impact symbolisé ici par l'éclair rouge. Mais donc, en fait, souvent, on avance, mais la jonction entre les moments n'est pas si linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'impact et puis il y a des moments, selon ce qu'on vit, qui est dans la réaction, et puis des moments où on est de nouveau dans l'impact, tenant compte des nouvelles et des informations que nous avons. Alors, tout cela va être très fortement déterminé par quoi? Très peu par la personnalité des gens, parce que j'entends souvent, mais ça dépend, en particulier en psychologie du travail, qui est donc une de mes zones de travail aujourd'hui, j'entends beaucoup, oui, mais ça, c'est parce que c'est sa personnalité. En fait, la plupart du temps, les réactions et la manière de vivre les crises vont dépendre beaucoup du niveau de ressources avant, individuellement, relationnellement dans le groupe et institutionnellement, et aussi de l'équilibre et du rééquilibre entre les ressources et les besoins, qui devraient idéalement se manifester tout le long ici. Ça va? Donc, une façon de conceptualiser le vécu de ces phases de crise. Alors, j'avais dit ça il y a un an, et pour moi, on en est toujours là. J'ai repris ça. Dans la crise ici et dans la catastrophe Covid, qui nous met aujourd'hui en crise à différents niveaux, en fait, la phase d'impact ici n'est pas terminée, puisque tant que le danger n'est pas arrêté, potentiellement, c'est une phase d'impact. Et en même temps, selon les personnes qui le vivent, eh bien, il y aura en partie déjà des phases de réaction. Donc, si vous voulez, et je vais expliquer pourquoi aussi, je pense qu'il y a des sous-groupes à considérer dans la population par rapport au vécu d'aujourd'hui. Mais vous voyez que nous sommes, d'après moi, toujours dans une phase aiguë qui est devenue chronique, et ça reste comme ceci, même si bien sûr, l'État et vous, en tant qu'intervenants, ont mis en place une série de ressources pour essayer de renforcer et garder cet équilibre entre les besoins et les ressources, équilibre fragile. Le principe même du fait d'avoir des dispositifs, plan catastrophe, plan d'intervention psychosociaux, etc., vise à renforcer les ressources quand il y a des besoins qui dépassent la capacité habituelle. C'est le principe de base. Et donc, je pense que c'est ce que vous faites tous déjà depuis des mois. Alors, les temps psychosociaux sous le Covid à J+14 mois. J'ai regardé effectivement, c'était il y a 14 mois le dernier webinaire. Le temps passe vite quand on est confiné. Encore plus. Alors, en fait, donc au niveau collectif en particulier, la phase d'impact n'est pas terminée. Le Covid est là, la pandémie n'est pas arrêtée et on nous le rappelle constamment. Alors, pour certains, évidemment, qui ont vécu l'événement Covid de manière critique, et ce n'est pas le cas de tout le monde, ce qui explique aussi parfois des différences de comportement par rapport à l'adhésion et au suivi des mesures. Mais dans le groupe population belge aujourd'hui, il y a un groupe d'individus qui sont pour moi, alors j'appelais ça comme ça, c'est pour mettre un mot, mais qui est un groupe qui a vécu le Covid de manière très critique, qui a souffert, ou avec des personnes de leur famille qui ont souffert d'une version de la maladie de manière très grave, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde, des personnes qui ont vécu des décès, ou des personnes qui ont vécu
qui ont des vécus de pertes très, très importantes, pas seulement au niveau de personnes, au niveau de la santé, mais aussi, je pense, au niveau socio-économique, par exemple, et qui, du coup, ont un vécu de la crise qui est tout à fait coloré par ça. Et donc, certainement, ces personnes-là, ils sont dans une phase de réaction, mais non pas d'intégration. Et à d'autres moments, et c'est ça l'aspect qui est assez complexe par rapport à considérer les différents publics pour les aider au mieux, c'est qu'il y a une partie des personnes qui sont dans une phase de réaction, mais qui sont à un niveau, donc à un niveau individuel, les COVID, le groupe COVID critique, mais ils sont ramenés sans arrêt par le collectif, notamment par les médias, par les décisions politiques, par les échanges avec des tiers qui ne sont pas Covid critiques dans leur vécu. Finalement, au niveau collectif, ils sont toujours ramenés à la phase d'impact. Vous voyez? Donc ces deux phases ici sont, et pour certains, ils vivent ça, et c'est très... ça amène beaucoup de confusion, je pense aussi, dans leur vécu. En tout cas, quoi qu'il en soit, de mon point de vue, il n'est toujours pas possible d'accompagner psychologiquement dans l'après-Covid. On n'est pas dans l'après-Covid et les soignants le disent et les soignants en santé mentale le disent depuis longtemps, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des mesures concrètes qui prouvent qu'ils ont été bien entendus. Il est grand temps maintenant d'anticiper ces besoins psychologiques au-delà des besoins psychosociaux actuels, parce que effectivement, la phase de réaction collective et la phase d'intégration, de tentative d'intégration pour, je dirais, l'ensemble de la population dans un deuxième temps, va seulement démarrer quand on aura dit il y a 70%, on est à 10% hein, de vaccinés, j'ai entendu des deux doses. Alors, l'autre aspect fondamental à J plus 14 mois qui me frappe, dans le sens propre et figuré, mais propre aussi, c'est que dans cette catastrophe Covid-ci, à la différence d'autres catastrophes que j'ai été amenée à traiter, la frontière en fait entre les aidants et les victimes n'existe pas. En fait, nous sommes tous des impliqués directs. Quand vous avez un attentat, un accident de train, une collision, en fait, il y a les victimes et les autres. Et d'ailleurs, ça se marque au niveau des articles dans les médias, ça se marque parfois, c'est des mots qui sont mis sur le vécu des personnes. Et donc, nous sommes tous des impliqués directs de la catastrophe Covid et les implications, en fait, pour moi, d'ailleurs, nous invitent, j'en parlerai un petit peu plus tard, nous invite à repenser, je pense, les pratiques de soins. Alors, de ce fait, il y a un grand déséquilibre, en fait, le fait que tous les aidants supposés médico-psychosociaux soient aussi des impliqués directs, fait que, c'est-à-dire par définition dans cette catastrophe Covid, il y a un déséquilibre besoin-ressources qui va être immédiat, qui est immédiat depuis le départ, mais qui augmente beaucoup plus gravement que dans d'autres types d'événements catastrophes, parce que, comment dirais-je, à un moment donné, les ressources s'épuisent beaucoup plus vite, si vous voulez, puisqu'elles sont utilisées tout le temps. Et donc, je dirais que pour moi, ici, les personnels médico-psychosociaux sont plus à risque que dans d'autres catastrophes, ce qui nécessiterait plus de soutien, plus de moyens, certainement. Alors, l'autre aspect qui m'est apparu en réfléchissant et en préparant notamment ce webinaire, en réfléchissant à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, je dirais que ce qui est très spécifique aussi de ce que nous vivons, j'ai appelé ça, on est dans une phase d'impact par à-coup. Alors, la définition, c'est intéressant de voir la définition d'un à-coup. La définition d'un à-coup, c'est un arrêt qui est suivi d'une reprise brutale, c'est une rupture dans la continuité d'un mouvement par rapport à un fonctionnement avec une certaine régularité, avec des saccades, des choses saccadées et des ratés. Et donc, moi, il y a quelque chose ici que je voudrais pointer qui, j'espère, vous redonnera, peut-être pas tout de suite immédiatement quand je vais le dire, mais un peu d'espoir après, c'est que les spécialistes des pandémies disent depuis toujours, en fait, mais certainement ils l'ont redit encore il y a quelques mois, une pandémie, ça dure 2 ans.
Okay, une pandémie, en moyenne, ça dure 2 ans. On est à 14 mois, hein, si j'ai bien compté, et la première année est la plus dure. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il faut arrêter de penser que ça va aller mieux ici en juin. On est en mai, hein, oui, on est début mai. Ça va pas aller mieux en juin, ça va aller mieux en juillet, ça va aller mieux probablement plutôt, il faut viser donc avril, mai 2022. Ok, ça ne veut pas dire que la situation va s'aggraver, au contraire, elle se gère déjà avec, bien sûr, comme tout le monde, la vaccination, les choses, etc. Du point de vue de l'événement catastrophe, mais ça ne va pas aller mieux du point de vue des impacts. Donc là, il y a déjà une différence à faire qui est importante. Alors, cet impact par à-coup, il est lié à quoi? De mon point de vue, il est lié à la manière de communiquer aussi sur les mesures. C'est-à-dire qu'avec cette idée qui, je pense, part d'une bonne intention de redonner quelque peu espoir. Avec la vaccination, ça va aller mieux. Avec ceci, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Mais ça donne cette idée que finalement, ça devrait aller mieux à court terme ou à moyen terme, alors qu'en fait, ça va aller mieux à long terme, mais qu'en attendant, il y a à s'organiser pour se dire comment allons-nous préserver nos ressources, nous organiser pour que nous puissions, pour nous-mêmes, alors là, je m'adresse à vous en tant que professionnels, je dirais tenir le coup de manière suffisamment bienveillante avec nous-mêmes et avec nos collègues et d'aider nos publics, mais pas pour tenir le coup jusqu'à septembre, pour tenir le coup jusqu'à l'année prochaine. Ce qui implique justement dans cette philosophie-là de revoir les méthodes de travail. Donc, ce fonctionnement impact par à-coup, je dirais que c'est lié au fait que nous sommes, et je me mets dedans, hein, même si j'essaye de travailler ça, mais nous sommes suspendus aux lèvres des responsables politiques quand ils nous communiquent les débuts de mesures ou la fin de mesures ou les espoirs sur les mesures dans les différents comités de ce Conseil de sécurité avec des annonces faites dans les médias par rapport à ça. Et en fait, pour moi, je pense que ça nuit beaucoup et ça crée cet impact par à-coup, finalement, qui nous met chaque fois, parce qu'on pourrait dire en quoi c'est un problème, mais le problème, c'est que ça nous met dans des impacts, au lieu d'avoir un impact, on en a 10, et chaque fois derrière cet impact, il y a des enjeux très très importants du coup de deuil, et au lieu d'avoir un deuil, on en fait 10. Je caricature évidemment, mais du coup, ça nous pompe de l'énergie, et aussi ça énormément, que de dire une pandémie, c'est 2 ans. Il y a à penser les choses et à structurer les choses en tenant compte qu'il y a à tenir 2 ans. Mais du coup, les moyens aussi doivent être évidemment pensés en conséquence, euh, bien entendu. Alors, j'avance quand même parce que je voudrais pouvoir réagir à vos éventuelles questions. Alors, les mots d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est comme mots? Parce que nous avons tendance, et je suis psy, j'en parle depuis ma branche, mais sans la scier, mais euh, d'avoir une vision très linéaire et très, comment dirais-je, diagnostique des maux humains, c'est-à-dire l'idée et pathologisante, c'est-à-dire que ou d'une part, il y a parfois, j'ai l'impression, une sous-estimation des souffrances, un déni des souffrances, un déni des vécus émotionnels où c'est difficile de mettre une place par rapport à ça, et puis d'un autre côté, une psychologisation d'une série de souffrances et de difficultés en cherchant effectivement à trouver, ce qui est bien sûr important de faire aussi, mais un diagnostic et de pouvoir mettre les vécus dans une rubrique psychologique, ou psychiatrique. Alors, ce qu'on voit surtout maintenant, d'après moi, c'est finalement de l'usure que j'appelle la fatigue pandémique, qui est un syndrome quelque peu légitime étant donné ce qu'on vit et qui peut être comparable à ce qu'on appelle la fatigue de combat pour les militaires, qui est, alors je vais vous lire la définition de la fatigue de combat, parce que c'est intéressant, vous allez voir le parallèle immédiatement. Donc, la fatigue de combat pour les militaires, ça vient en particulier quand l'ennemi est invisible, difficile à identifier clairement, quand il existe un changement ou des changements rapides dans l'environnement et une concentration sur des activités de crise à la défaveur d'activités programmées qui deviennent improgrammables. Bon, ça ne vous fait pas penser à quelque chose?
Donc, par rapport à improgrammable pour les militaires, c'est leur mission. Hein, bon. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Et donc, oui, c'est légitime d'être dans cette fatigue pandémique qui est une lassitude et une diminution des ressources personnelles, finalement, en raison du contexte et pas en raison d'une fragilité particulière euh, ou d'une, comment dirais-je, ou d'un manque de compétences. Alors, je me demande même si, en fait, quelque part, il y a pas aussi finalement une fatigue qui n'est pas que pandémique. Quand je vois les milieux professionnels, une fatigue au travail qui est issue aussi de notre fonctionnement, qui a été ralenti temporairement au début. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ben, si je suis sûre que vous avez remarqué. Donc il y a un an, c'était la phase découverte, choc au moment où on a réalisé que les masques, c'était pas juste une zine hein, des personnes d'origine asiatique, mais que c'était finalement qu'on y était tous contraints et que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on avait évoqué dans les premiers moments. Et donc, au-delà de cette prise de conscience-là, il y a eu comme un arrêt, des arrêts de travail, les gens faisaient leur jardin, etc. Ça n'a pas duré. Quand je vois aujourd'hui les milieux professionnels, on est de nouveau, je dirais, et j'ai envie de dire de nouveau à nouveau, dans une saturation. Les journées sont remplies, on met des réunions les unes à la suite des autres sans pause, et c'est pire qu'avant, parce qu'avant, quand on avait 2 réunions, même des journées très chargées au bureau, ben, il y avait le café. On doit au moins changer de pièce pour aller dans une autre réunion, prendre un café dans un couloir et avoir des conversations informelles avec ses collègues. Qu'est-ce que c'était bon ça? Et donc, ça rythmait au moins notre vie. Aujourd'hui, la contrainte, elle est quasi plus là. Et je vois des gens qui alignent les réunions sans aucune pause et ils sautent d'une salle Zoom à une autre salle Zoom. Et mon hypothèse, c'est que finalement, ce qui est en train de se passer maintenant est révélateur de notre fonctionnement indépendamment du corona. Alors, du découragement, évidemment, très présent, de l'impuissance qui est aussi légitime que nous sommes toujours dans cette phase de réaction et de danger avec des choses qui nous dépassent complètement et cet ennemi qui nous dépasse complètement. Alors, la détresse, c'est quoi la détresse? La détresse, c'est en fait un mélange de peur, d'angoisse et de stress et qui vient avec un sentiment que personne ne peut vous aider. Le désespoir est un cran au-dessus parce que c'est quelque part le fait qu'il n'y ait plus d'espoir, mais aussi pas d'issue. Dernier point que je voulais mettre en évidence pour cette période-ci aujourd'hui, je dirais que, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des deuils multiples au rythme des mesures à coups, comme je les appelle. C'est des mesures à coups, c'est-à-dire on prend une mesure et puis on en prend une autre et puis on en prend une autre et en attendant, il y a cette espèce d'espoir. Effectivement, ce serait plus favorable, comme ça a été fait en partie, alors je ne dis pas tout est bien en Angleterre, mais le fait de dérouler pour la population un plan avec un moyen et long terme, quitte à faire des ajustements, mais à donner une vision à long terme, mais manifestement, ça, ce n'est pas le fort. Hein. Alors, je voudrais dire que donc tous ces mots-là sont des mots qui sont pour moi réactionnels, situationnels, euh, jusque-là, en tout cas, qui ne sont pas des dépressions stricto sensu, qui sont en tout cas, alors il y a des choses qui ressemblent, il y a des émotions liées au deuil, la tristesse, la colère, bien sûr, et donc la peur, bien sûr, mais toutes ces émotions sont légitimes, et donc attention à bien reconnaître ces mots sans en faire des diagnostics sauvages. Alors, je vais passer aux pistes. Du coup, les pistes pour moi, c'est effectivement sortir de la sidération, même si le danger reste. C'est lutter contre l'impuissance. Et j'en parlerai justement peut-être juste après sur peut-être plus le comment, en tout cas des idées. Et puis vos idées sont les bienvenues dans le chat ou à partager aussi avec ce que vous avez déjà testé de votre côté. S'ajuster. Alors s'ajuster, avec courage, oui, avec courage, ça veut dire d'oser certains changements, oser peut-être une façon de fonctionner
dans notre processus d'aide et d'accompagnement des publics un peu différemment. Mais se suradapter, non, parce que la suradaptation, en fait, est vraiment très, très risquée. Dans l'ajustement, il y a une connexion avec l'autre, une connexion avec les réalités. Dans la suradaptation, non. C'est-à-dire que aller au-delà, aller au-delà, continuer à vouloir faire les choses idéalement alors que le contexte ne le permet pas, c'est se suradapter. En fait, c'est la source des burn-out, hein, ça. Les burn-out, ce n'est pas la charge de travail. Les burn-out, c'est la maladie de l'idéalité, c'est-à-dire vouloir continuer à faire les choses idéalement alors que le contexte ne le permet pas. Voyez. Donc, ça va au-delà. L'ajustement, l'adaptation, c'est très bien. Alors, au niveau, je dirais, de la lutte par rapport à finalement l'impuissance, ce qui peut nous aider à lutter contre ça, c'est peut-être une certaine posture de, je dirais, d'humilité, un mélange d'humilité et d'indépendance pour penser les choses et agir. Si nous sommes suspendus encore dans l'année qui vient aux mesures prises par le gouvernement, je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, hein, je ne parle pas de désobéissance, qui a été le mot beaucoup évoqué ces dernières semaines, je ne parle pas de ça, je parle bien sûr, respecter ce qui nous protège, mais réfléchir à nos actions et à la manière d'aider les publics d'une façon qui soit possible dans notre zone de contrôle, évidemment, avec de la créativité, et aussi certains changements pourraient nous aider. Habituellement, en situation d'événements catastrophes autres, nous voyons une tentative de soutien qui reste souvent dans la logique du quotidien, c'est-à-dire que l'idéal, c'est de recevoir les publics qui souffrent dans les lieux d'aide et de soins, je dirais, de manière, on va dire, relativement réactive et en fonctionnant comme au quotidien, quoi. Et ça ne marche pas, en fait, en situation de catastrophe. Pourquoi? Parce que les personnes impactées nécessitent, dès la phase de réaction, une posture plus proactive et plus collective. Et donc, l'idée de lutter contre l'impuissance, c'est de réfléchir, pour moi, et de réfléchir à ce qui serait possible de faire par rapport à vos publics de manière plus proactive et plus collective, plutôt que de saturer, parce que enfin, le sentiment, c'est que les services sont saturés, les services d'aide et de soins sont saturés. Mais donc la saturation, quelque part, la saturation, elle est sur l'aide telle que pratiquée habituellement, c'est-à-dire souvent réactive, souvent individuelle, en fait. La plupart du temps, c'est quand même ça. Et donc, ces ressources qui sont très bonnes, individuelles et réactives hors crise, ne sont pas adaptées en situation de catastrophe pour faire ce qu'on appelle de la prévention secondaire, qu'il est grand temps de faire, je pense, pour l'instant. Et donc, par rapport à ça, je dirais regarder et écouter ailleurs que finalement les discours des politiques actuellement, et sortir de ce côté de l'immédiateté qui est chaque fois reconduit au fil des déclarations de mesures qui jalonnent nos vies, mais pour penser le moyen et long terme, de se dire, et si, voilà, si effectivement ce que raconte ici Delphine Pennoir n'est pas complètement à côté de la plaque, ou que des pandémistes disent, ben, ça durera encore un an, comment pourrions-nous penser les choses au niveau collectif, comment pourrions-nous penser les choses au niveau plutôt d'un travail de réseau que d'un travail dans notre, comment dirais-je, dans nos lieux institutionnels, et de donner de l'espace-temps juste pour accueillir ce qui se vit sans le traiter pour l'instant. Parce que la phase, vous voyez, post-immédiate des catastrophes, c'est-à-dire quand on a fini la phase aiguë, donc la phase d'impact, et qu'on est dans la phase de réaction, l'enjeu, c'est plutôt d'accueillir ce qui se vit que de traiter vraiment les souffrances, qui ne peut se faire que dans la phase plutôt d'intégration. À ce sujet-là, en fait, je vous invite à penser, je vais vous donner peut-être quelques pistes là, et on peut en reparler de ce qu'on fait habituellement
en phase post-catastrophe, c'est vraiment des moments, par exemple, pour des rituels collectifs. Moi, je me dis, combien de morts il y a eu en Belgique? Je pense, est-ce qu'on n'est pas à 25 000 c'est possible, 25 000 morts. Bon, je parle sous le compte, j'ai pas revérifié, mais je crois qu'on est à quelque chose comme ça. Est-ce que 25 000 morts, c'est pas assez pour faire des rituels collectifs de deuil? Pas seulement par rapport aux familles concernées, mais pour l'ensemble de la population. Où il en faut combien? Vous voyez, on attend quoi, par exemple, pour faire ça? Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui empêcherait de travailler ça? Je pense aussi de faire des réunions communautaires. On est dans une situation, comme toutes les catastrophes, qui crée des ruptures. Le principe de l'événement catastrophe, c'est qu'il crée de la rupture, et c'est ça qui peut faire crise. Mais donc, les réunions de communautés humaines, sans plus, c'est déjà très précieux, et chacun dans sa zone peut peut-être réfléchir à comment juste réunir les gens sans faire de l'intervention à proprement parler. Et je pense aussi à ce que nous organisons quand on est par exemple dans des catastrophes macro avec une grande ampleur de jadis, mais donc un carambolage, un accident, un accident de train, des personnes qui impliquent un grand nombre de personnes, avant d'envoyer des personnes en traitement individuel ou en soutien individuel, il y a par exemple des rencontres macro avec les personnes impactées, mais aussi des personnes qui peuvent être ressources pour comprendre ce qui se passe, mettre des mots sur ce qui se passe et disposer d'informations très fiables. Voilà. Alors, dernière piste, et je vais m'arrêter là après. Face à la détresse, au désespoir que j'évoquais tout à l'heure, ben c'est tout simplement déjà d'aider les personnes à identifier des ressources de soutien. Je pense que parfois, dans la phase aujourd'hui, et à cause encore de l'impuissance, la sidération, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas très bien où s'adresser. Quand il n'y a pas de solution immédiate, quand même d'accompagner un peu comme on fait dans le contexte de l'accompagnement du risque suicidaire, c'est d'aider ou aider la personne ou qu'elle puisse identifier des issues, accompagner parfois sur les voies de traverse et certainement accompagner les deuils avec S face aux pertes que j'ai évoquées, parce qu'il y a des choses qui ne seront pas récupérées ou pas récupérables. Et ça, je pense qu'il ne faut plus attendre par rapport à ces accompagnements-là. En termes quand même encore de prévention, moi je dirais qu'il y a de la psychoéducation à faire parce que la population belge en moyenne, la population en général, hein, mais est peu outillée pour comprendre et pour accepter, je dirais, la souffrance psychique en général, le cortège aussi des émotions et leur fonctionnement normal et de le reconnaître, voire de mettre des mots là-dessus, et finalement la légitimité des souffrances et des émotions. Rien que ça, quand comment dirais-je, euh, alors je n'aime pas ce mot de normaliser les choses, mais rien que de permettre d'exprimer, mais aussi surtout quand on est professionnel avec une étiquette de spécialiste, de pouvoir effectivement rendre légitime cette souffrance et ces émotions, c'est énorme comme action. Et puis, bon, il y aura à aller un peu contre-culturellement par rapport à ce déni de la mort, de la souffrance ou à la pathologisation d'un fonctionnement sain, mais qui est finalement situationnel et réactionnel. Et alors, beaucoup d'informations et de traduction de tout ce qui se diffuse dans la sphère médiatique et qui crée des représentations voilà, qui ne sont pas toujours bonnes. Alors, en guise de conclusion, des clés de la liberté, avec l'acronyme LIBRE que j'ai envie de vous laisser, c'est et ces clés maintenant, malgré les distanciations, les masques, etc., c'est les liens de qualité, oser innover dans vos services, se centrer sur les besoins plutôt que sur les symptômes, apporter beaucoup de reconnaissance des vécus et veiller à l'équilibre plutôt que équilibre entre les besoins et les ressources, et en s'appuyant sur les ressources qui sont quand même très présentes aussi chez les personnes et dans les structures, et d'abord avec soi. Voilà, je vais m'arrêter ici pour peut-être donner la parole du coup et du temps à vos questions ou vos réactions. Un tout grand merci Delphine. En effet, ça nous donne déjà un petit peu des points de repère sur les différents mouvements qu'on peut vivre dans ces temps, la longueur, etc.
Alors, je te relaye une première question. Dans l'éducation à soi et à la relation en milieu scolaire, quelles sont les pistes thématiques auxquelles sensibiliser en termes de ressources et en prévention? Alors, je ne sais pas si ça évoque des choses chez toi. Je me dis que ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'est-ce que toi tu penses quels sont les points d'attention qu'on pourrait identifier quand justement on se dit que tous ces ados vont rentrer à l'école et comment faire ce chemin de relier là où ils ont tous été dans la distance et dans l'éloignement après quand même de longs mois. Quels sont les points d'attention auxquels les éducateurs, les professeurs, tous les gens du monde enseignant pourront être attentifs quand ils vont retrouver ces adolescents dans leur structure? Oui. Alors, ce qui me vient, c'est le principe de base, déjà, quand on est en situation post-événement et dans finalement dans une posture qui reste préventive, c'est le fait d'être dans une posture de proximité, dans une posture de simplicité et déjà d'observer ce qui se passe, sans arriver avec des a priori sur les réactions. Alors, on parle d'adultes ou on parle d'enfants, c'est vrai pour les deux. Mais je dirais, et vraiment de prendre ce temps-là pour juste voir ce qui se passe, être au plus près. Mais pour ça, il faut être au plus près des personnes, au plus près des enfants, au plus près des adultes. Si on est dans une posture de leadership d'une équipe d'adultes, eh bien, c'est être au plus près de son équipe pour voir comment ils vivent les choses, comment ils vivent le retour. Je pense que c'est aussi de donner l'exemple. Si on parle des enfants, je pense que les enfants fonctionnent quand même beaucoup par l'exemple et du coup, plutôt que par le discours. Et du coup, je trouve que c'est précieux en tant qu'adulte, tout en restant, comment dirais-je, dans un partage où on reste dans sa posture d'adulte, mais de pouvoir partager aussi ses ressentis d'adulte par rapport à la crise qui se vit, par rapport à ce qui se passe, dans une humilité et en partageant aussi ce qui nous aide, ce qui est ressource pour nous, pour inviter finalement les enfants à faire la même chose. Parce que forcément, s'ils ne sont pas complètement écroulés et qu'ils sont toujours là, mon hypothèse, c'est qu'ils ont des ressources. Et donc, c'est d'aider à se connecter à la fois, enfin, c'est permettre l'expression et c'est se connecter aux ressources. Je dirais que c'est les deux simultanément, un mouvement simultané, sans idéalisation, sans minimisation ni dramatisation. Mais donc la proximité et une attitude, j'ai déjà évoqué ça, qui est en anglais, on ne sait pas le formuler facilement en français, mais c'est watchful waiting, c'est-à-dire c'est d'être dans une attente en observant et au plus près des publics en question pour relever les besoins et proactivement aller vers eux. Parce que faire des demandes quand on est enfant ou jeune d'aide psychologique, c'est compliqué, ça se fera pas. Et la prévention, c'est être proactif en ayant observé des besoins qui s'expriment de différentes façons, évidemment. C'est ça qui me vient, en tout cas, quand j'entendais. Et prendre ce temps de se relier, en fait, à l'école, à soi, et puis de voir avec les jeunes de quoi. Qu'est-ce qui leur permettrait de se relier entre eux, avec les adultes, dans l'école, avec la matière. Ça peut être un temps. euh, J'inviterais à faire de la transition, en fait, entre l'école telle qu'on l'a vécue depuis un an, l'école telle qu'on va la vivre maintenant, de créer des espaces-temps de transition. C'est du temps qui sera du temps de gagner pour après. Donc, c'est prendre du temps. De toute façon, les programmes, au point où on en est, j'ai envie de dire, c'est pas, je minimise pas les gaps à ce niveau-là, mais on n'en est pas à ça près, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est pas. C'est justement en lien avec ce qu'un autre, Ah, participant déposait, qui questionne la question de l'impact des examens et du stress sur les jeunes dans la situation actuelle. Et je pense que tu as répondu un peu de manière décalée en disant qu'il était important d'avoir des moments de transition et de ne pas peut-être plonger trop vite dans l'ultra pédagogique, mais être aussi dans cette posture proximale du partage de vécu
avant d'être trop vite dans ce temps scolaire tel qu'on le connaissait au moment où on l'a quitté, Oui, peut-être. oui. En fait, je vais redire, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est parce qu'après, je le dis tellement que j'oublie, mais je l'en avais parlé, je pense, au premier webinaire. En fait, le remède à la crise, c'est la reliance. Voyez, le remède à la crise, au vécu subjectif de crise, c'est la reliance aux autres, la reliance à soi, la reliance à son institution, à l'école en tant qu'élève. À ce moment-là, l'institution, c'est l'école. Vous voyez, le niveau peut être variable selon du point de vue où on est. Et pour créer cette reliance, proximité, simplicité, du temps pris pour évaluer les besoins, questionner ça et impliquer surtout les publics dans cette évaluation-là, bien sûr. Et donc du temps de reliance de qualité est thérapeutique, en fait, dans cette phase-ci. Dans la collectivité, quoi, Oui, dans un la mouvement communauté. collectif. Ouais. Oui, la communauté, et c'est vraiment le plus efficace, en fait, simplement. On voit, c'est le plus efficace, oui. Et ça vient sans doute un petit peu aussi en écho à une autre intervention qui interroge comment penser ou créer du collectif quand ce dernier est devenu interdit, et également et également dans la pensée collective devenue source de danger. Et ça, c'est ce que tu as un petit peu évoqué en disant, voilà, il faut sans doute s'adapter et pas être dans la suradaptation et essayer de trouver des voies dans lesquelles on peut être dans l'entre-deux. Oui, mais ça, j'avoue, moi-même, j'ai pas de recette magique à ça. Et en fait, c'est un vrai défi, hein. Il y a un paradoxe, puisque dans les situations d'événements catastrophes, c'est le lien social, la reliance qui est le remède au vécu comme ça de rupture et donc au vécu de crise, quelque part au-delà de l'événement, au-delà du stress de l'événement. Et donc ici, on est empêché, on est empêché, on est empêché. Bon, après, je me dis, il y a peut-être des choses créatives et raisonnables. Donc, de nouveau, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les mesures, mais moyennant une discussion aussi avec je pense, avec comment dirais-je, entre adultes et comment dirais-je, ses responsables, la direction, le leader de l'organisation, il y a peut-être à réfléchir qu'est-ce qui est quand même possible dans le respect euh, d'un certain nombre de protections et pas zéro, quoi. Vous voyez, j'ai l'impression quand même qu'il y a encore une chose qui est difficile à faire aujourd'hui et qu'il va être temps de faire, c'est comment on va vivre avec ce virus. On ne va pas pouvoir rester derrière des ordinateurs. De toute façon, dans plein de secteurs, on ne va pas pouvoir rester derrière les ordinateurs. Et donc, il y a je trouve à oser inventer des façons quand même d'être en lien présentiel, pas distanciel, tout en vivant avec le virus. Il faudra le faire de toute façon ici dans un an. Ce qui est très clair aussi, c'est que la pandémie Corona, ici 19, va effectivement être, j'ai bon espoir, gérée avec la vaccination, les choses vont évoluer, etc. Mais le risque de pandémie va rester, d'autant plus qu'au niveau de notre, comment dirais-je, des questions écologiques, ça ne va pas s'arranger tout de suite. Donc, les pandémies vont être un risque avec lequel on doit vivre. Euh, réfléchissons maintenant, n'attendons pas qu'on nous l'annonce dans un an, ce qui va être sans doute le cas, pour peut-être réinventer ou oser vivre avec le virus et se revoir avec masque, avec des vaccins, avec une proportion suffisante de personnes vaccinées, parce que tout le monde n'est pas obligé, mais quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu soulignes aussi, c'est que non seulement il faut penser en tant que professionnel qui accueille les familles, les jeunes, etc., à ce temps de reliance avec les publics, mais il y a aussi à penser à ce temps de reliance dans les institutions, au sein des équipes, et que sans doute que ça peut être aussi ressources et oui, comptabilisé dans les ressources dont chaque professionnel a besoin aujourd'hui. C'est ce temps aussi de reliance par la reconnaissance de ce que chacun met en place, par la discussion de ce que chacun éprouve, mais de sa passe de professionnel également.
Alors c'est d'abord. C'est même pas également, c'est d'abord parce qu'il y a un phénomène très sympa, c'est ce qu'on appelle des processus parallèles, c'est que ce qui se passe entre les adultes, à un moment donné, va percoler chez les publics par après, même inconsciemment en fait. Et donc, c'est d'abord dans les équipes que ça se passe. Ouais. Merci. Et alors, j'avais envie juste de redéposer. J'ai entendu des petits témoignages de jeunes comme ça et qui disaient mais nous, on veut surtout, surtout pas retourner à un monde d'avant. Et oui. Et tu sentais qu'ils étaient, enfin, voilà, qu'ils étaient dans cette mouvance, dans cette énergie mais pourvu qu'on profite, entre guillemets, de ce temps qui a été long et quand même terriblement éprouvant pour chacun, mais pour mettre en œuvre quelque chose d'après, mais qui ne sera pas identique à l'avant. Donc on sent quand même cette volonté et cette énergie de dire, voilà, il faut construire et penser à long terme quelque chose de l'après qui va être décalé de ce qu'on vivait avant. Et pas retour à Oui, l'identique, oui, tu vois ce que je veux dire? Et oui, donc ça oui, fait penser à la boucle, oui, comme tu oui, la dessines, ce sont des boucles, mais qui vont quand même vers un après, on ne retourne pas à un avant, quoi, c'est tu ça. vois? Oui. Et ça, je fais le parallèle avec des vécus d'autres, enfin les vécus qu'on voit dans d'autres types d'événements catastrophes, c'est le fait que quand c'est évoqué comme ça, c'est intéressant parce que c'est un signe déjà de pré-intégration pour moi. Et où c'est pas seulement comprendre ce qui nous est arrivé, mais c'est qu'au moins il y a un sens à ce qui nous est arrivé et que ce sens, ça puisse être une amélioration de quelque chose. Et donc, dans les équipes, par exemple, mais c'est encore un peu tôt à mon avis, c'est encore un peu tôt. Et là, j'invite, s'il y a des responsables ici qui sont là présents et qui nous écoutent et des leaders d'organisation, peu importe votre niveau, s'il vous plaît, prenez ce temps avec l'équipe de dire qu'est-ce qu'on retire de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait, parce que ça aide à métaboliser psychologiquement et au niveau systémique ce qui s'est passé. Et c'est de se dire, on a souffert, c'était dur, c'était même terrifiant, c'était etc. Mais au moins, c'est pas pour rien. Vous voyez, au moins, quelque part, c'est pas pour rien, même si, bon, on aurait préféré que ça ne se passe pas, mais vous voyez, ça donne une fonction, en fait, à la souffrance, un sens à la souffrance, et ça, c'est la responsabilité alors de chacun d'entre nous, mais quand on dirige une équipe, je trouve que c'est vraiment une responsabilité qu'on peut prendre pour aider ses collègues, c'est d'aider à ensemble co-construire le sens de ce qui s'est passé pour que ça n'ait au moins pas été vain et d'avoir le courage de regarder, parce que les crises révèlent les failles. Hein, donc, mais d'avoir le courage de regarder nos failles pour en faire quelque chose de salutaire pour après. Et ce que tu as évoqué, pour moi, c'est déjà des personnes qui sont dans la boucle, dans de la préintégration. Et ça, c'est super bon signe. Ben voilà, un tout grand merci pour ton intervention très riche justement dans ce qu'on peut projeter des différentes phases et de l'après, de l'avenir. Merci vraiment pour tout ce partage très très riche. On va laisser encore l'espace un tout petit peu ouvert pour voilà, tout un chacun qui souhaite déposer quelque chose avant de s'en aller et puis on refermera la porte. Donc juste vous redire que le temps ici, vous pourrez le retrouver sur Yapaka dans un petit podcast. Vous pouvez revoir la vidéo, vous pourrez la partager avec vos collègues, avec vos équipes éventuellement comme un outil de travail. Et elle sera aussi envoyée dans la lettre d'info. Si vous ne la recevez pas chaque semaine, vous pouvez vous inscrire sur yapaka.be. Voilà. Un tout grand merci à chacune et chacun et une très belle après-midi.